Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La candidature à la présidentielle 2020 de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Il n'y a plus de doute que Laurent Gbagbo ne succédera pas à Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Le Conseil constitutionnel ivoirien, après examen du dossier de candidature de l'ancien président ivoirien, a déclaré irrecevable. Selon la Cour constitutionnelle, le dossier de Laurent Gbagbo ne comprend pas une déclaration signée de la main de l'intéressé, faisant acte de candidature. Mais que cache réellement le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo pour la présidentielle du 31 octobre prochain? Suivons maintenant le décryptage de cette interrogation avec nos panélistes d'Afrique Média. Suivons. Nous sommes autour de la situation en Côte d'Ivoire avec cette audience solennelle de la Cour constitutionnelle autour du scrutin présidentiel à venir dans le pays. La messe a été dite, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro Kigbafori ne seront pas candidats dans cette élection présidentielle. Alassane Ouattara sera quant à lui candidat accompagné par Henri Konan Bédié, tout comme on l'a suivi tout à l'heure, tout comme bien entendu Pascal Affi-N'Guessan et voilà Kouadio Konan Bertin qui sont donc les 4 candidats ou alors les 3 qui vont accompagner Alassane Ouattara dans ce processus électoral qui permettra donc de désigner le futur président de la Côte d'Ivoire. Une pluie de réactions après cette décision inédite de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Il y avait 44 dossiers de candidature déposés. Voilà, 40 ont été rejetés. 4 candidatures seulement ont été retenues pour cette élection. Nos panels ce matin pour en parler. Olivier Modeste Goran représentera le PDCI sur ce plateau. Messieurs, vous êtes déjà là. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale. Olivier Modeste Goran, bonjour et bienvenue. Bonjour. Représentera le PDCI sur ce plateau. Messieurs, vous êtes déjà là. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale. Et rappelez que nous aurons également le docteur Boga Sako-Gervais qui va représenter EDS, la plateforme politique qui accompagne cette candidature de Laurent Gbagbo. Okosisi Baba Nicolo est activiste politique et va également nous retrouver pour en parler ce matin. Mais je voudrais commencer par par vous adresser un bonjour, Olivier Modeste Goran. Bonjour et bienvenue. Activez votre micro, s'il vous plaît. Olivier Modeste Goran, nous vous écoutons. Voilà, on va plutôt tenter d'avoir le docteur Boga Sako-Gervais de EDS. Bonjour, docteur Boga Sako et bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Nous vous écoutons maintenant. Allez-y, Olivier Modeste Goran. Bonjour. Boga Sako-Gervais de EDS. Bonjour, docteur Boga Sako. Oui, bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Afrique Média. Gassako, bonjour et bienvenue. Et on va rapidement aller avec les questions. Est-ce que vous avez été surpris après cette décision du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire? Oui, on avait un souci, en fait. On avait un souci de retour. Donc, ça fait que... On a été s'il vous plaît, docteur Boga Sako. Je voudrais vous remercier. Vous remercier de nous avoir convoqués ce matin. La Côte d'Ivoire est perturbée en ce moment parce que hier, Alassane Dramane Ouattara a osé franchir le Rubicon. Tout le monde savait qu'il le ferait, mais il a osé le faire. Et donc, ce matin, nous sommes là, dans le désarroi total, dans l'humiliation totale, et on voit très bien la démarche qu'il adopte, diviser pour régner. Peut-être pense-t-il qu'en retenant seulement M. Henri Konan Bédié, qui lui tient tête, franchement, sur les 4 candidats qu'ils sont, et il pense que c'est une façon de casser l'opposition, eh bien, nous devons lui montrer que nous sommes plus qu'intelligents, parce que, tel qu'on voit les choses aller, M. Alassane Ouattara se ferait le chemin pour gagner dès le premier tour. Or, si nous voulons que notre pays revienne aux Ivoiriens, parce que ce sont eux qui doivent décider, comme M. Alassane Ouattara l'a dit, dès qu'il est revenu de la France, où il a lamentablement échoué, il reconnaît maintenant que la Côte d'Ivoire ne sera pas dirigée ni par la France, ni par les États-Unis, ni par la communauté internationale, par les Ivoiriens eux-mêmes. Alors, il nous a lancé un défi, mais on va relever le défi. Merci beaucoup.
à Afrique Média. Merci à vous, Dr Bogassako Gervais, pour votre présence ce matin. Olivier Modeste Gourane, je vous retrouve cette fois-ci en espérant que ce sera la bonne. Alors, on a suivi pendant cette audience qu'il y avait eu, bien sûr, contestation de la candidature d'Henri Konan Bédié, évoquant que celui-ci était membre du Conseil constitutionnel et que ce n'est que très récemment qu'il a adressé une lettre, notamment le 3 juillet, qu'il a adressé une lettre à la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'était plus membre. Et donc, on estimait que sa candidature devait être invalidée parce que la loi en Côte d'Ivoire dit qu'il devait le faire au moins 6 mois avant de se présenter comme candidat à cette élection présidentielle. Mais voilà, sa candidature a été retenue finalement. Votre réaction, nous vous écoutons. Et donc on estimait que sa candidature devait être invalidée. Olivier Modeste Gourane, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Bien, on a un problème de retour ici. Allez-y, monsieur Gourane, vous êtes en direct. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous demandez si la candidate président Henri Konan Bédié devrait être rejetée parce qu'il aurait été membre du Conseil constitutionnel, c'est cela? Allez-y, s'il vous plaît. Bien, si telle est la question, je voudrais vous dire que la loi ivoirienne, la Constitution de la République de Côte d'Ivoire dit que les anciens chefs d'État sont membres du Conseil constitutionnel de droit. Et être membre de droit est différent d'être membre de fait. Parce que quand on vous dit que vous avez droit à quelque chose, ça ne veut pas dire que vous avez la chose. Et la loi dit, sauf rénonciation expresse de ce mot-là. Et vous savez que la même loi dit que la fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec la direction d'un parti politique que le président Henri Konan Bédié, vous le savez, que moi, président du PDA depuis 1993. Et donc, de ce fait, de facto, le président Henri Konan Bédié ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel. Et en plus, en 2004, le président Henri Konan Bédié a adressé une note express au président du Conseil constitutionnel d'alors pour renoncer à ce droit que lui confère la loi de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, il ne tombe pas sous le coup de cette disposition de la Constitution. Il a donc la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle de façon simple. Voilà en fait ce que je voudrais pour répondre à cette question. Je souhaiterais que si les techniciens peuvent résoudre le problème, parce que c'est assez difficile de pouvoir percevoir entièrement la question que vous nous posez, nous avons de retour ici en duplex. Voilà ce que je voudrais dire pour répondre à cette question précise, tout en espérant avoir répondu à la question. Rassurez-vous, c'était bel et bien ma question, parce que hier, ce point a été abordé devant le Conseil constitutionnel, parce que, bien sûr, cette candidature d'Henri Konan Bédié avait été contestée, donc on a estimé qu'en envoyant une lettre datée du 3 juillet dernier, signée de sa propre main, par laquelle ce dernier renonçait en sa qualité de membre du Conseil constitutionnel, c'était un peu tard, parce que la loi prévoit que cela doit être fait 6 mois avant, mais vous dites que c'est depuis 2004 déjà qu'il avait fait savoir qu'il n'était plus membre de la Cour constitutionnelle parce que devant s'engager dans le champ politique. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir envoyé donc une lettre le 3 juillet? Pourquoi avoir une lettre le 3 juillet? Je vous explique. Vous savez que le PDCRDA, le président Henri Konan Bédié est un ministre de formation. Et donc, il sait que c'est 6 mois avant les élections présidentielles qu'on doit démissionner d'une quelconque institution. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel et même... parce qu'une personne exerce une fonction administrative et politique au sein de l'État, c'est-à-dire qu'un ministre, cela doit également... démissionner avant de pouvoir postuler. Et donc, si en juillet de cette année, il a adressé courrier au Conseil constitutionnel, c'était pas essentiellement pour cette action. Je vous informe, parce que c'est un fait qu'en 2004, le président Henri Konan Bédié et le président du Conseil constitutionnel, je pense qu'il est revenu un peu sur ce fait-là. En 2004, déjà, le président Henri Konan Bédié avait déjà démissionné
non pas démissionné, mais avait renoncé à ce droit que lui conférait la loi ivoirienne depuis 2004. Et donc, s'il réitère l'information, vous avez remarqué que sur la toile, il y avait beaucoup de bruit là-dessus. Et de cette information, il a ressurgi l'information pour qu'on puisse aller dans les archives et sortir cette information. Et vous savez que nous sommes, en Côte d'Ivoire, nous savons un certain nombre de choses. Et donc, je ne rentre pas dans d'autres détails, mais je voudrais vous dire que juridiquement, le président Henri Konan Bédié était fondé à pouvoir être candidat parce qu'il a renoncé au droit d'être membre du Conseil constitutionnel depuis 2004. Et nous avons les différents courriers qu'il a échangés avec le président du Conseil constitutionnel. Vous voyez, c'est donc pour remplir une autre formalité qui n'est pas une condition de cette élection maintenant qu'il a adressé ce courrier-là au Conseil constitutionnel. Si cela est avéré. Merci à vous. Je vous reçois maintenant Okosisi Baba Nicolo. Vous êtes également installé en multiplex. Bonjour et bienvenue. Alors, les Ivoiriens disaient, en tout cas les pro-Gbagbo disaient que si jamais la candidature de Laurent Gbagbo était invalidée, voilà, la suite serait très très compliquée. Est-ce que c'est à cela qu'on doit s'attendre maintenant parce que cette candidature a été invalidée hier? Bonjour Guy Fondon, bonjour Afrique Média, bonjour l'Afrique et bonjour la Côte d'Ivoire. Bien le bonjour à mes copanélistes Dr Bouga et le camarade Ngora. La question de savoir si les pro-Gbagbo attendaient ce moment pour s'émouvoir ou bien montrer leur patriotisme est erronée. Les pro-Gbagbo depuis 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo a été enlevé à la Côte d'Ivoire, se sont mis en posture de revendication démocratique et de combat au même nu. Lorsque ce combat a avancé jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo, ils ont réalisé qu'il fallait là maintenant faire tout pour que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, non seulement en tant qu'individu, se ressourcer et puis essayer de voir dans quel jeu démocratique il va contribuer pour sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Aujourd'hui, nous sommes sur une situation factuelle et les pro-Gbagbo aujourd'hui sont dans une position de toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aujourd'hui nous ne parlons plus de pro-Gbagbo. Nous parlons de sauver la Côte d'Ivoire pour le président Gbagbo. Nous parlons de sauver la Côte d'Ivoire pour les autres leaders qui eux aussi aujourd'hui subissent le gourou de Ouattara alors que les pro-Gbagbo l'avaient subi plus tôt. Pour dire quoi? Pour dire simplement qu'aujourd'hui, vous voyez, si la Côte d'Ivoire reste encore dans ces groupuscules de pro-ceci, pro-cela, M. Ouattara aura raison de nous. Donc, la nouvelle posture de ce combat n'est plus de lutter pour un homme politique au point de sauver la Côte d'Ivoire, mais il faut sauver la Côte d'Ivoire pour que nos hommes politiques puissent avoir leur place. Donc, si on doit dire que les pro-Gbagbo disent que si on rejette la candidature du président Laurent Gbagbo, il va avoir ceci ou cela, non. Les pro-Gbagbo ne sont pas à ce stade. Les pro-Gbagbo sont aujourd'hui au stade où sont toute la Côte d'Ivoire, au stade où sont tous les Ivoiriens. Je vais profiter de votre question pour parler en même temps aux Ivoiriens et tous ceux qui nous écoutent. Disons donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est comme dans un jeu où il y a des otages. Dans la science-fiction américaine, lorsqu'il y a des otages dans un établissement, l'État dépêche des forces de l'ordre, soit pour négocier avec celui qui prend les otages, soit pour trouver des mesures de sauver ceux qui sont en otage. Et il y a deux choses qu'il faut voir dans la prise d'otage. Est-ce que le preneur d'otage est quelqu'un avec qui on peut négocier ou bien c'est quelqu'un qui est suicidaire? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont pris en otage par un monsieur qui est suicidaire. Quelle attitude adopter? Monsieur Ouattara est un preneur d'otage suicidaire. Un preneur d'otage qui a avec lui, écoutez, faites attention à mon imagerie, tout pour exploser les otages qu'il amène. Alors, quelle est la situation et comment est-ce qu'on l'appréhende? Il faut que les trois forces que je vous ai dit sur ce plateau, qui nous manquaient dans ce combat depuis le début, c'est-à-dire la force spirituelle qui vient de se mettre en place, parce que vous êtes témoin qu'en Côte d'Ivoire, des religieux ont été insultés, violentés, déshonorés, en voyant M. Adjoumani, proche de Ouattara, à la cathédrale, aller disrespecter cette entité religieuse. Lorsqu'on voit
un imam, Adib Touré, arrêté par le pouvoir Ouattara parce qu'il a dit certaines choses, la force spirituelle a été aujourd'hui mise en place pour la Côte d'Ivoire. Donc, deuxième chose, la force métaphysique, le côté politique. C'est ce côté politique-là qui, comme un preneur d'otage, doit négocier de sortir la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous attendons. Ce que nous attendons, ce n'est pas de dire que les Pro-Gbagbo attendent de revendiquer, non. Les Pro-Gbagbo attendent que tout soit épuré pour le pays qui est pris en otage. Et aujourd'hui, nous avons vu le communiqué du président Bédié hier qui disait qu'il prenait acte du fait que le Conseil constitutionnel validait sa candidature. Mais il s'offusquait du fait que M. Ouattara ait une candidature validée et qui demandait à toute la Côte d'Ivoire de se mettre en rang pour une marche pour la libération de la Côte d'Ivoire. Si je l'ai bien dit, Ngouré est là, il va bien le dire. Et il y a la force physique que nous sommes, les citoyens lambda, dans la diaspora, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui avons déjà commencé à anticiper sur les éléments parce que nous connaissons l'homme Ouattara. Donc, voilà un peu l'image que je veux présenter aux Ivoiriens. Nous avons un preneur d'otage suicidaire. Et ce monsieur est prêt à mourir avec nous. Quelle est la position qu'on prend? C'est sur cette position que dans le déroulement de cette émission, nous allons développer que toute la Côte d'Ivoire puisse prendre ses responsabilités. On peut peut-être percevoir un sentiment un peu un sentiment pessimiste dans ce que vous êtes en train de dire. Okosisi Baba Nicolo rappelait que du côté du Front populaire ivoirien, on n'a pas dit son dernier mot. Shibon Gbagbo est en tournée pour mobiliser les partisans. On peut le voir comme ça parce qu'elle fait une tournée pour rendre hommage à ceux-là qui sont morts dès le début des manifestations en Côte d'Ivoire. Donc on parle d'une tournée de ralliement parce qu'il y aura des manifestations à venir pour contester l'état de choses actuelles, avec notamment cette élimination de la candidature de Laurent Gbagbo. Je vous propose de suivre d'abord cette déclaration de Shibon Gbagbo après l'invalidation de la candidature du président du FPI. Je viens d'écouter très attentivement la déclaration du président du Conseil constitutionnel sur les candidatures aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les résultats que nous avons entendus confirment toutes mes appréhensions. Sur 44 candidats, seuls 4 ont été retenus. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel en rapport au parrainage et à la caution de 50 millions. Seulement pour 2 candidats, M. Soroki Bafori Guillaume et M. Babo Laurent, on nous parle de la radiation sur la liste électorale. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseye pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidat et pour être électeur. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. Il faut que nous nous asseyions pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyions tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est
pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pourrons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. Et voilà, retour sur ce plateau après avoir suivi Simone Gbagbo, la vice-présidente du Front populaire ivoirien, Dr Boga Sako-Gervais, membre de EDS. Je vais vous retrouver immédiatement pour un commentaire de cette sortie de Madame Gbagbo après l'élimination de la candidature de Laurent Gbagbo et également de celle de Guillaume Soro. Madame Gbagbo affirme qu'il faut s'asseoir aujourd'hui pour revisiter les conditions de ces élections. Elle dit qu'il faut payer le prix. Elle dit qu'il n'est pas encore tard. On sait que c'est la pression uniquement qui pourrait pousser le régime actuel en Côte d'Ivoire à pouvoir renvoyer, prolonger, reporter le scrutin présidentiel à venir dans le pays. Pensez-vous que cela puisse être possible? Parce que si on s'en tient à ce qu'on a suivi hier devant le Conseil constitutionnel, la locomotive est lancée avec bien sûr les candidats qui ont embarqué. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que nous avons suivi Mme Simone Gbagbo. C'est un discours très politique qu'elle a tenu là. Mme Simone Gbagbo est une femme politique. Donc, la prise de parole en public est une prise de parole très politique, très policée. Parce que le régime Ouattara a vite fait de dire Mme Simone Gbagbo a envoyé les Ivoiriens à brûler la Côte d'Ivoire. Sans oublier que celui qui brûle la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. Donc, il a vite fait de trouver un bouc émissaire. Mme Simone Gbagbo n'est pas ce bouc émissaire. Donc, elle ne prend pas cette responsabilité. Cher M. Guy Fondop, hier, nous nous sommes tous réveillés, la Côte d'Ivoire, hier lundi 14, nous sommes réveillés, la Côte d'Ivoire était déjà debout. Elle n'a pas attendu de mot d'ordre de Simone Gbagbo, elle n'a pas attendu de mot d'ordre de Dr Bogani, de M. Ngora ou de M. Baba Nicolo, non. Les Ivoiriens savent que M. Ouattara a piétiné la constitution de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'accepter. Et c'est pour cela que, c'est vrai, Mme Simone a fait une analyse, mais il faut le comprendre. Si vous me permettez, je fais, s'il vous plaît, une petite analyse pour ceux qui n'ont pas suivi, ou même qui ont suivi, je voudrais me permettre de faire ces deux observations. D'abord, dans la forme. Est-ce que vous savez que on a été surpris hier de savoir qu'un conseil constitutionnel a osé citer un candidat comme étant celui qui soutient la candidature de M. Ouattara. Moi, j'étais surpris d'entendre de la bouche du Conseil constitutionnel, du président du Conseil constitutionnel, que M. Affi Guessan a dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pouvait être candidat, donc c'est normal qu'il soit candidat. Je pense que même si le Conseil constitutionnel citait là faisait une citation, c'est parfois ahurissant de savoir que le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé mieux que de citer un candidat adversaire comme ayant été celui qui corrobore ou qui confirme ou qui valide la candidature d'un certain Alassane Dramane Ouattara. Le faisant, le Conseil constitutionnel veut nous dire que M. Affi Guessan est dans le jeu du pouvoir. Je l'ai entendu hier, les Ivoiriens l'ont entendu hier, et cela va de soi. C'est choquant et c'est ahurissant parce que pour des gens qui sont quand même aguerris, qui sont allés à l'école, ça veut dire que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé clairement. Est-ce que M. Ouattara est éligible selon les lois ivoiriennes? Est-ce que M. Ouattara est autorisé? Est-ce qu'il est candidaciable? Est-ce qu'il peut être candidat à cette élection-là au regard de la Constitution, notamment les articles 55 et les articles 183? Mais le fait d'aller dire, oui, il y a même des candidats de l'opposition, notamment M. Affi Guessan, qui avait même dit qu'avec cette nouvelle Constitution-là, mais dans ce cas, pourquoi il ne cite pas les grands constitutionnalistes? Parce que être juriste
être président du Conseil constitutionnel ne fait pas de toi un constitutionnaliste, parce qu'il y en a des constitutionnalistes. La fonction de M. Kone Mamadou, c'est un magistrat, ce n'est pas un constitutionnaliste. Les constitutionnalistes maison, africains et même du monde savent très bien qu'au regard de la constitution de notre pays, M. Alassane Ouattara ne peut pas briguer un autre mandat, puisqu'il en a fait 2. Voilà le fond du problème. Maintenant, je vais aussi dire une autre chose, c'est que je remarque aussi que le Conseil, enfin, M. Ouattara a mis M. Henri Konan Bédié en danger. Il le met en danger. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai entendu mon compatriote et jeune frère dire que M. Bédié a fait une déclaration. Tout à l'heure, M. Goran Modeste reviendra certainement là-dessus. Il met M. Bédié en danger. Pourquoi? Parce que quand on regarde les 4 candidats, il y a qui finalement? Il n'y a que M. Bédié qui lui tient tête. Mais en retenant la candidature de Bédié, et puis vous aviez évoqué un fait qui était reproché à M. Bédié parce qu'on l'a lu sur les réseaux sociaux et tout, je vous dis que quand les juristes savent manipuler, si M. Ouattara ne voulait pas au moins de la candidature de M. Bédié, il l'aurait éliminé. C'est parce que dans le tri, dans le lot, il a préféré garder M. Bédié. Et en le faisant, il croit mettre M. Bédié en danger par rapport aux autres de l'opposition. Puisque M. Afi Nessa, tout le monde sait, M. Kwadjo Konan Bertin, tout le monde sait, donc il rajoute M. Bédié. C'est pour cela que M. Bédié doit trancher pour être l'opposant ferme, pour que au moins les Ivoiriens voient que depuis un certain temps, ce monsieur a fait un choix, le choix de la Côte d'Ivoire libre et souveraine, de sorte que tout le monde se mette ensemble contre le bourreau. Cependant, il y a un problème de fond. La commission électorale indépendante, là, elle n'est pas changée. Les listes électorales ne sont pas revues. Quiconque va à cette élection avec M. Ouattara, c'est lui qui l'aura accompagné. Pour moi, si on n'est pas capable de mener le combat maintenant, autant dire que nous avons fait le lit à M. Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens ne sont pas prêts pour cela. C'est pour cela que maintenant, on n'a même pas besoin de donner des mots d'ordre. Les Ivoiriens savent ce qu'ils ont à faire. Les jours qui arrivent, les heures qui arrivent, nous dirons. Et j'ai dit. Okosisi Babadi Kolo, je vous retrouve. Alors, Madame Gbagbo dit qu'il faut s'asseoir et discuter, notamment des conditions d'organisation de cette élection. Elle dit, on comprend très bien qu'elle sait qu'il faut la pression pour que cela puisse se faire. Elle dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais vous qui êtes activiste politique et très attendu sur le champ notamment de la mobilisation, est-ce que vous comprenez véritablement ce message? Ça va la question? Oui. J'ai du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, je reprends la question. Madame Gbagbo parle de l'urgence aujourd'hui de revoir les conditions d'organisation du scrutin, ce qui, bien sûr, montre qu'on devrait aller là, selon elle, vers un renvoi. Elle parle également de la nécessité d'agir aujourd'hui pour que ça aille dans ce sens-là. Est-ce que vous, en tant qu'activiste politique connu, dont le champ principal ici est le champ de la mobilisation et de la contestation, est-ce que vous comprenez ce message? Si oui, jusqu'à quel point? Alors, avant de me poser cette question, vous avez dit que ma vision des choses montrait un aspect pessimiste. Mais ce que je dis, c'est ce que la première Simone Eve Gbagbo a dit. Lorsqu'elle a dit que le déroulement et l'éjection de certains candidats, dont son mari, le président Laurent Gbagbo, président du FPI, confirme toutes ces appréhensions. Il faut comprendre dans ce message une première chose. D'abord, quelle a été la stratégie métaphysique, sinon politique, d'aller épuiser tout ce qui est recours démocratique vis-à-vis d'un dictateur, vis-à-vis d'un kidnappeur des institutions et un violeur constitutionnel. C'était d'utiliser les voies et moyens légaux, démocratiques, et montrer au monde entier qui est aujourd'hui garant
surtout la communauté internationale, est garant de toute démocratie. Parce que au XXIe siècle, aujourd'hui, on parle plus de démocratie que de tyrannie et de dictature. Mais cette démocratie a son épée de Damoclès qui est la communauté internationale. Donc, quand je vous parle toujours de trois forces dans ce combat dont nous avons besoin pour arrêter Ouattara, la force qui est la plus incomprise et la plus compliquée, c'est la force politique, c'est-à-dire celle que j'appelle la force métaphysique. Parce que les hommes politiques posent des pas qui ne peuvent pas être pris en compte dans un premier moment, mais à la longue, démontrent que nous ne pouvons pas aller dans l'oligarchie comme le fait Ouattara. Donc, la première de Simone Gbagbo, lorsqu'elle prend des mobilisations, mais oui, tout à l'heure, le docteur Boga l'a dit, elle sort un discours en public, un discours politique. Ce n'est pas tout le monde qui parle en public. Parce que tout ce que vous dites en public vous engage. Toute action qui suit vos dires vous engage. C'est pour ça, moi, en tant que révolutionnaire, désormais, je dis des choses que j'assume. Et ce que je dis aujourd'hui est de dire aux Ivoiriens qu'il faut que nous soyons factuels. C'est-à-dire, chaque heure a sa tribune. Chaque heure a son comportement. Et le comportement d'aujourd'hui, nous avons été patients de laisser toutes les entités dans ce combat agir. La première entité spirituelle a fini d'agir. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde entier sait que M. Ouattara ne respecte pas les instructions religieuses. Avec l'attitude de M. Adjoumani, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrestation il y a peu longtemps de M. Adibou, imam, et avec même la violation de nos voies, tous ces coutumes, quand M. Ouattara essaie de s'impliquer dans la royauté baoulée. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la deuxième étape, l'étape des politiques. Et qu'est-ce qui se passe à l'étape des politiques? Les politiques ont posé, au vu aussi du monde entier, un acte démocratique, c'est-à-dire, nous allons jouer le jeu démocratique, nous allons déposer nos constitutions, nos candidatures et voir ce qu'il en est. Ce qu'il en est que les constitutionnalistes qui sont garants de nos institutions, je prends un exemple, lorsque le président du Conseil constitutionnel dit que le président Laurent Gbagbo, dans les articles qu'il invalide, est membre du Conseil constitutionnel, mais c'est du mensonge. Comment est-ce qu'il peut justifier que le président Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel dès l'instant où le président Laurent Gbagbo jusqu'à présent revendique peut être président de la République de Côte d'Ivoire, même étant sous instruction de justice. Lorsqu'il est sorti à la justice, il a dit, lui, son problème, c'est que le procureur ne fasse pas fi de qui a gagné les élections. Donc, partant de ce fait-là, quand le président Laurent Gbagbo dit qui a gagné les élections, il faut qu'il sache dans quel poste il est. Donc, lorsqu'il saura qui a gagné les élections, à ce moment, il pourra dire qu'il est un ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire que le président Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel. Sous quel fait? Sous quelle base juridique? C'est du faux. Parce que pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut être un ex-président. Il faut avoir fait une passation de service, il faut avoir permis à un président d'être à ce moment de facto, qui est membre du Conseil constitutionnel. Mais le président Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, rien ne prouve, qu'il a perdu les élections, rien ne prouve qu'il est un ancien président de la République du Côte d'Ivoire, parce qu'il a un instance de justice. On ne lui a pas encore donné cette valeur de dire qu'il est un ex-président. Deuxième chose, mais si le président Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel, pourquoi est-ce que lorsqu'il a été considéré apatride, pourquoi est-ce que lorsqu'il a refusé de donner ces documents qu'ils font de lui un homme qui jouit de tous ses droits, le Conseil constitutionnel ne s'est pas offusqué? Donc, voilà un argument qui est faux et anti-faux. Pour dire quoi? Pourquoi est-ce que je monte de côté? Pour dire que les hommes politiques ont posé des jalons dans le côté métaphysique. Ils ont montré par ça et là qu'ils ont usé de tout ce qui est recours. Donc, quand la présidente Simone Gbagbo mène un discours politique, elle veut nous faire comprendre que désormais, il arrive à chaque entité ivoirienne de réaliser et de prendre ses responsabilités. Et même dans ses discours, elle a dit quoi? Elle a dit qu'il faut que chaque Ivoirien aille chercher sa dignité et défendre ses institutions. Je viens maintenant dans le côté physique dont nous nous basons. Aujourd'hui, dans la diaspora, et je dis bravo à tous ceux qui participent dans la diaspora, les opposants, les ONG, la société civile, montrent qu'ils sont contre Ouattara. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et c'est là que j'avais pour finir, il faut que toute la Côte d'Ivoire réalise. Ouattara est un homme suicidaire. Et il nous l'a dit par plusieurs réponses. Il dit qu'il pourrait faire être et rester président à vie. Il préfère mourir à la présidence qu'aller en prison. M. Ouattara dit
que les Ivoiriens sont peureux. Mais lorsque quelqu'un vous prend d'otage et qu'il est suicidaire, ce n'est pas les policiers ou l'armée qui est dehors qui va savoir marcher, mais c'est plutôt ceux qui sont pris en otage. Aux États-Unis, je prends l'exemple que cela se passe dans les avions, c'est les citoyens de l'avion qui essaient de maîtriser les pneus d'otage. Donc, ce message est un compte que j'avais à la Côte d'Ivoire pour leur dire. C'est à nous de dire à M. Ouattara, s'il est suicidaire, ou bien on décide tous de mourir dignement, ou bien on décide de les désarmer. Et je dis toute la Côte d'Ivoire à suivre tous les cyberactivistes. Je dis toute la Côte d'Ivoire à suivre tous les résistants. Il faut qu'on protège maintenant la cause de la physique et la politique. Il faut qu'aucun mot d'ordre ne vienne d'eux. Et aux hommes politiques, je leur demande de faire ce qu'on appelle la communication à l'africaine, de bouche à oreille, et de mettre tous les Ivoiriens en rang de bataille. Parce que oui, il faut non. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mes propos sont peut-être suicidaires. Mes propos sont peut-être pessimistes parce que M. Ouattara est suicidaire et nous n'avons aucun choix d'aller nous battre. C'est ce que je tenais à dire. Donc, quand la première dame de Gbagbo dit que nous devons avoir recours à la mobilisation, nous sommes déjà dans la mobilisation. Et comme l'a dit le docteur, depuis hier, nous avons lancé les couleurs et par la suite, vous allez voir. Et pour finir, si vous plaît, une minute, il y a M. Adama Ouattara qui, par le passé, à FCCD avait dit qu'ils étaient dans le temps de faire une insurrection. Et cette insurrection, si elle est encore en vigueur, M. Adama Ouattara qui peut être contact avec nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés plus que jamais. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Je vais vous retrouver maintenant, Modeste Goran du PDCI. Merci. Alors, quand on a écouté Madame Gbagbo, on voit très bien qu'elle estime qu'il faut revisiter les conditions de ce scrutin présidentiel à venir. Elle parle également de payer le prix et dit qu'il n'est pas encore tard, que tout est encore faisable. On a suivi tout à l'heure au PDCI, votre réaction a été que vous prenez acte de cette décision qui a été rendue hier par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que vous puissiez vous aligner sur de telles positions, vous également? Bien, je voudrais apporter un rectificatif. Vous voyez, je vais avec votre permission, je vais lire la déclaration du président Henri Konan Bédié à suite de la décision du Conseil constitutionnel. Le président Henri Konan Bédié a dit ceci, je cite, « J'ai pris acte de la validation de ma candidature par le Conseil constitutionnel. Je dénonce cependant la validation de la candidature inconditionnelle de M. Alassane Ouattara et l'exclusion arbitraire et antidémocratique des leaders politiques majeurs, notamment M. Laurent Gbagbo, M. Soro Igbo, M. Mamadou Auguste, M. Mamadou Bali et M. Amontano. » Et il a dit ceci, nous devons demeurer en ordre de marche pour l'alternance démocratique. Le message est clair. C'est-à-dire que le président Bédié appelle les Ivoiriens à demeurer en ordre de marche pour la lutte, pour l'alternance. Là, c'est le départ de M. Alassane Ouattara. Période. Voilà en fait le message. Et donc, le message de Mme Simone Veil-Gbagbo est un message auquel nous adhérons. Et il ne faut pas oublier que toute position a appelé depuis toujours à ce qu'on s'asseye pour éviter à Côte d'Ivoire ce qui en se dessiner s'y arrive. Mais de par volonté de M. Alassane Dramane Ouattara, cela n'a été le cas. Regardez que ce n'est pas en interne. Parce qu'en interne, les hommes politiques qui orientent, mais il y a la Cour des droits de l'homme et des peuples qui, c'est une injonction pratiquement, parce qu'une décision de justice supraconstitutionnelle s'impose au pays, donc la Cour a fait injonction à la Cour, bien entendu, de pouvoir certains changements majeurs. Je parle de l'action électorale, je parle des conditions de la division des listes électorales, je parle de la remise des élections dans les commissions locales, les commissions électorales locales, et tout cela n'a pas été fait. La Cour européenne des droits de l'homme a dit quelque chose d'essentiel. Ces conditions doivent être remplies avant une quelconque élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'au PCI, il y a deux voies autorisées, celle du président Konan Bédié et celle du professeur Maurice Kakou-Yahweh. Quand ces deux personnalités parlent, c'est le PCI qui a parlé. Et quand vous écoutez le professeur Maurice Kakou-Yahweh, il a dit ceci.
Si ces conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas avoir des élections. Voilà la position du PDC. Et le président Rikonede vient de dire hier qu'il faut que nous demeurions en ordre de marche, c'est-à-dire en ordre de lutte, pour pouvoir obtenir l'alternance politique. L'alternance politique, c'est rien d'autre que le départ de M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Et donc, nous comprenons que l'Ivoire a beaucoup souffert. Et celui qui fait le blocage, c'est bien M. Alassane Ouattara et tous ceux qui le soutiennent. Je veux parler du gouvernement. Et donc, le PDC-RDA est dans cette logique. Le PDC-RDA estime pas encore ça, parce que vous savez que c'est une question de volonté politique. Nous sommes Côte d'Ivoire, nous sommes notre pays. Et si nous avons la volonté, je veux parler de M. Alassane Ouattara et son gouvernement, de faire avancer les choses positivement, d'avoir eu des élections transparentes, inclusives. Parce que les conditions, c'est concevable. Permettez-moi d'aller sur ce terrain. C'est inconcevable que M. Laurent Gbagbo et M. Soro soient exclus de l'élection électorale. C'est grossier, Amit. C'est grossier. Est-ce que ça ne peut pas du tout. Et donc, c'est quelque chose que nous... Merci à vous, Olivier Modeste Goran. On vous revient dans quelques minutes pour le temps d'avoir une meilleure liaison avec vous et d'avoir une bonne qualité d'écoute. Je vous propose à présent d'aller suivre, alors que je le disais il y a de cela quelques minutes, que quand on suit Simone Gbagbo, on a l'impression que le champ de la contestation n'est pas loin, même si elle utilise des termes extrêmement policés. Avant cette décision de la Cour constitutionnelle, la vice-présidente du FPI a tenu à rendre visite aux familles des victimes des premières manifestations organisées en Côte d'Ivoire pour contester un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Elle s'est rendue à Gagnoa où elle a visité des familles et adressé un message aux populations, notamment de Barré. Je vous propose de suivre cet extrait et nous revenons. Elle a fini par s'attendre sur des modalités de manifestation et d'expression de l'opinion du peuple quand le peuple n'est pas d'accord avec les décisions que les dirigeants prennent. Et dans ce cas-là, le droit de manifester, le droit de sortir dans la rue, le droit de marcher même dans la rue, sans casser, sans attaquer les biens des autres, sans faire du mal aux autres, sans agresser les autres. J'insiste là-dessus. Ce droit-là, il a été reconnu dans la Côte d'Ivoire, là, à tous les citoyens et à toutes les organisations. Donc, quand des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec une décision qui est prise, et qui se lèvent, et qu'ils annoncent qu'ils vont marcher, et ils organisent la marche, ils donnent les demandes d'autorisation là où il faut donner. Et puis ils organisent leur marche. C'est leur droit. Donc ce que vous avez fait ici là, c'est votre droit. Amen. Et dans ces cas-là, quand il y a des manifestations de ce genre, la responsabilité et le devoir de l'autorité et des forces de l'ordre, c'est d'assurer la sécurité de la marche et des marcheurs. Et ça, je l'ai dit partout où je suis passé et je le redirai encore partout où je vais passer. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit un pays. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. Et c'est comme ça que nous bâtissons notre pays. Nous, là, nous ne prenons pas de fusils. Nous ne prenons pas de machettes. Nous ne prenons pas de gourdins et de matraques. Nous parlons. Et nous parlons pour dire ce qui doit être. Ce qui doit être fait, ce qui doit être respecté, c'est ce que nous disons. Si nous ne disons rien, nous allons avoir un pays dans lequel va s'installer le pouvoir du plus fort contre le plus faible.
c'est le RHDP qui est au pouvoir. Il faut que nous le lui rappelions. Parce que demain, quand le FPI va revenir au pouvoir, le FPI va avoir à respecter les mêmes règles. Donc nous rappelons cela aujourd'hui. Parce que c'est le droit des Ivoiriens. Parce qu'il y va de la sécurité des Ivoiriens. Il y va comment je dirais ça, du respect des Ivoiriens. Il y va de l'honorabilité des Ivoiriens. Il y va même du respect que nous devons aux chefs qui sont au pouvoir. Nous devons respecter les chefs. Nous devons respecter les chefs quand les chefs sont au pouvoir. C'est notre devoir. Mais en même temps, nous avons le droit d'exiger que les chefs aussi respectent le peuple quand lui il est au pouvoir et que les peuples sont à sa disposition. Quand on dit ça, j'ai dit ça quand c'était le PDCI qui était au pouvoir. Je l'ai dit. Gbagbo l'a dit. Le Front populaire ivoirien l'a dit. Et on a obtenu du faux Boigny que les choses s'organisent comme je suis en train de vous le décrire. Je l'ai dit. Et quand le RDR arrivait au pouvoir, Gbagbo a aidé le RDR pour que les droits du RDR soient respectés par le PDCI. On l'a dit et on le dit encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je le redis encore. Bien que le PDCI ne soit plus au pouvoir, bien que le FPI ne soit pas au pouvoir, bien que ce soit le RHDP aujourd'hui qui soit au pouvoir, je le redis encore. Le respect de la vie, le respect du citoyen. Quand on dit ça, on n'est pas en train d'attaquer une ethnie, on n'est pas en train d'attaquer une ethnie. Il ne faut pas que quand des gens sont en train de marcher, une ethnie se sente automatiquement agressée et qui descendent la nuit dans les cours, dans les campements avec des machettes, avec des lames. Si on fait ça, il n'y aura jamais de sécurité dans notre pays. Et je voudrais vous remercier parce que vous avez su, malgré cela, mettre bas la terre. Que vous n'êtes pas à votre entrer dans les villages, dans les Djoulaboukou, pour aller agresser les Djoula chez eux. En tout cas, si quelqu'un parmi vous avait envie de le faire, je lui dis, Yaya. Retour sur ce plateau après avoir suivi Simone Gbagbo qui s'est rendu à Gagnoa pour rendre un hommage aux familles de ceux-là qui sont tombés lors des premières manifestations. Docteur Boga Sako-Gervais, pour beaucoup il s'agissait d'une tournée de remobilisation parce qu'elle sentait déjà qu'elle aurait besoin de remobiliser les Ivoiriens après la décision du Conseil constitutionnel. Pensez-vous que ce sera le cas? Madame Simone Gbagbo a toujours été constante. Tenez-vous bien qu'elle a tenu à sa résidence abidjanaise une conférence de presse, mais des plus audacieuses, des plus fortes. Cette dame a dit clairement à M. Ouattara qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont les choses se passaient. Elle l'a dit. Elle avait été même ce jour-là assez dure pour dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays et qu'il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi qui règne sur la Côte d'Ivoire. Et j'avais particulièrement apprécié ce discours lorsqu'elle a osé même dire que personne ne pourra nous faire peur dans ce pays. Plus jamais. M. Ouattara ne peut pas lui se faire peur à toute une nation. Il ne peut pas faire peur à toute la Côte d'Ivoire. Et puis en plus, si ce n'était pas notre pays, on peut dire, bon, ben, on est un peu gêné, mais c'est notre pays. Et quelque part, entre lui et nous, d'ailleurs, il y a certainement un qui a accueilli l'autre. Ce n'est pas M. Ouattara qui nous a accueillis dans un autre pays comme le Burkina, non. C'est la Côte d'Ivoire qui a accueilli les parents de M. Alassane Ouattara. Alors, on ne peut pas abuser de notre hospitalité pour nous mettre à genoux.
Parce que quand on parle de patriotisme, ça a un sens. On est un pays hospitalier, c'est vrai. L'hospitalité a des vertus. N'importe qui peut venir faire fortune en Côte d'Ivoire. Mais n'importe qui ne peut pas venir mettre les Ivoiriens à genoux. Surtout qu'on a fait quand même un sacrifice de 10 ans. Et aujourd'hui, la communauté internationale regarde un peu la Côte d'Ivoire pour dire que quand même les Ivoiriens ont fait ce sacrifice-là après moult batailles, moult guerres internes, fratricides. On s'est tué. Et puis, le monsieur a régné pendant 10 ans. Ce qui nous fait mal aujourd'hui et qui fait qu'on ne peut pas reculer. Mais on n'a pas le droit de reculer. Cher M. Guy Fondop, est-ce que vous imaginez un peu que ce que représente la Constitution pour un pays, ce que représente la Constitution pour une nation, on n'est même pas d'accord avec la Constitution de M. Ouattara, mais on l'a acceptée comme étant la loi fondamentale de notre pays. Et lui-même qui l'a fabriquée, il vient la piétiner. On ne peut pas l'accepter. Et je m'en vais plus loin. Ce monsieur nous dit, et le Conseil constitutionnel vient de le confirmer, c'est le premier mandat de la Troisième République de Ouattara. Alors, vous imaginez cette Côte d'Ivoire-là, subie Alassane Draman Ouattara pendant 10 ans, on ne peut pas le penser. Autant dire que nous ne sommes plus de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus ivoiriens. C'est pour cela que nous sommes debout. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont même plus seuls. Et je vous donne une information. Nous nous sommes retrouvés en Europe aujourd'hui et nous sommes avec toute la diaspora africaine. Les Ivoiriens ne sont même pas seuls dans ce combat. Les Camerounais, les Guinéens, les Maliens, les Béninois, tous. Nous nous sommes donné rendez-vous à Paris ce samedi 19. Toute l'Afrique s'est donné rendez-vous à Paris samedi 19. Je vous le dis parce que c'est ce que toute la diaspora, dans un collectif de tous les pays, presque de 17 pays, nous avons fait toutes les réunions et nous sommes prêts. Le 19, on savait très bien que le Conseil constitutionnel ivoirien se prononcerait le 16. Mais à côté de cela, il y a le Mali qui a montré la voie à suivre à tous les pays africains, après le Burkina Faso en 2014. Et donc toute la diaspora panafricaine s'est donné rendez-vous le samedi 19 à Paris, à la place de la Bastille. À la place de la Bastille, celui qui connaît l'histoire de la France, il sait ce que c'est que la place de la Bastille. À 13 h, toute la diaspora africaine s'est donné rendez-vous. Et nous allons marcher jusqu'à la place de la République. À partir de 13 h, heure de France, toute la diaspora s'est donné rendez-vous. Parce que nous allons envoyer un signal fort à la communauté internationale et à la Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas seuls. Ils sont soutenus. Comme le Mali n'est pas seul, il est soutenu par toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire ne sera pas seule. La Guinée ne sera pas seule. Tous les dictateurs qui veulent aller au-delà des constitutions et qui marchent sur la peuple, nous devons leur dire ça suffit. Et je pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, M. Guy Fondop, on ne pourra pas le faire demain, parce que notre pays ne nous appartiendra plus. Voilà. Voilà, merci à vous, Dr Bouga Sakou Gervais. On va à présent ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour permettre aux premiers intervenants de nous retrouver en direct ce matin pour nous dire ce qu'ils pensent de la situation actuelle en Côte d'Ivoire. À quoi faut-il s'attendre après le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo et également de Guillaume Soro Kikbafori. Nous allons nous interroger avec vous. On a suivi dans cette émission Madame Gbagbo. On comprend très bien que c'est le temps de la mobilisation contre cette décision et également contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Et voilà, le standard est donc ouvert. Vous avez la possibilité de nous retrouver en direct pour nous dire ce que vous en pensez. Olivier Modeste Gourane, peut-être avant... Voilà, nous avons déjà un intervenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour Monsieur Guy Fondop. Bonjour à vos invités. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, permettez que je parle au patriarche Bédié. Papa Bédié, le président Houphouët-Boigny vous a donné la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or. Dans la vie, on commet des erreurs. C'est vrai, vous avez commis une grave erreur en soutenant la rébellion. Ils ont même dit que vous avez financé cette rébellion à hauteur de 4 milliards. Vous n'avez jamais démenti. Vous avez soutenu une rébellion qui est venue massacrer votre population. Papa Bédié,
Les vidéos sont encore là. Les vidéos sont encore là, Papa Bédié. Malgré ça, votre frère, le petit Laurent Gbagbo, vous a accepté. Nous aussi, nous vous avons pardonné. Papa Bédié, aujourd'hui là, votre candidature a été validée. Ce n'est pas parce que le droit a été dit. Non. C'est un piège qu'on vous tend et qu'on tend à la Côte d'Ivoire. Vous êtes un poids lourd dont le Conseil constitutionnel valide votre dossier pour pouvoir accompagner le RDR, pour valider la candidature déjà programmée du RDR. Papa Bédié, c'est de ça qu'il s'agit. Même nous les Ivoiriens, si nous sortons à 95% pour vous voter, la Cour constitutionnelle ne va pas valider votre victoire. Parce que le résultat est déjà là, bouclé, géré et calé. Vous le savez très bien, Papa Bédié. Papa Bédié, l'âge que vous avez là, vous n'avez plus rien à craindre. Rentrez dans l'histoire. Faites une déclaration et la Côte d'Ivoire sera guérie. Quand j'ai fini de dire ça à Papa Bédié, j'ai une question à poser au docteur Boga Sako. Docteur Boga Sako, s'il vous plaît. Le RDR s'était appuyé sur quoi pour contester le Conseil constitutionnel d'alors? Le RDR s'était appuyé sur quoi pour contester le Conseil constitutionnel qui était dirigé par le professeur Yao Undré? Parce que ce que nous, le peuple lambda, qui ne sommes pas politiques ni juristes, ce qu'on a appris, on dit le Conseil constitutionnel c'est le dernier recours. Quand le Conseil constitutionnel a parlé, plus personne ne parle. Mais le Conseil constitutionnel avait parlé. Paul Yaoundé avait parlé. Le RD a dit que non, Paul Yaoundé n'est pas crédible. Parce que Paul Yaoundé, c'était un militant du FPI et c'était un proche du président Laurent Gbagbo. Nous avons vu la suite. Les Occidentaux ont soutenu même. Les médias mensonges n'ont pas arrêté de dire cela. Que Paul Yaoundé était proche du président Laurent Gbagbo, donc sa parole n'est pas crédible. Aujourd'hui, Kone Mamadou, qui était un ex-RDR rebelle, qui était au Golfe, il a été nommé par Ouattara. Est-ce que sa parole est plus crédible que celle de Yaoundé parce qu'on a été les proches du pouvoir? Voilà ma question. Oh, les filles, on y va. Merci. Madame Yao, pour votre contribution, on va poursuivre avec cet autre appelant qui est à Paris. Bon, Dadi, vous êtes à Paris. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à Pétitia. Je salue Guy Fondon et je salue également le docteur O. Je salue tous les également qui sont en ligne. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je voulais dire, c'est tout simplement d'abord encourager tous les Ivoiriens à être fortifiés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas arrêter. Ce n'est pas seulement le peuple ivoirien qui manifeste, on ne peut pas arrêter. Dans cette affaire, Dieu est dans cette affaire. Et je tiens à dire à tous les Ivoiriens, de façon solennelle, qu'ils doivent être courageux parce que la liberté se paye à prix fort. Et par conséquent, tous les leaders politiques qui ont manifesté signe d'unité, ils doivent être unanimes. Unanime et donner un mot d'ordre unanime. De toute façon, le peuple n'attend pas leur décision. Tout ce que je veux dire à Afrique Média, c'est tous mes encouragements pour le travail qu'ils abattent, mais surtout à nos panélistes qui sont sur le plateau, leur dire de tenir un discours vraiment ferme, d'autorité, mais de conscientisation. Nous, on est avec eux, on les porte en prière, on les soutient dans toutes les voies qui sont utiles pour que ce monsieur dégage. Merci, Léo Denis. Merci également à vous pour votre participation ce matin. Et toujours le standard, que pensez-vous de la décision de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire en parlant des rejets des candidatures de Guillaume Soro et également de Laurent Gbagbo? Nous vous écoutons ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allô? Oui, monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Bon,
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kofi. Nous étions ici. Allô? Monsieur, nous vous écoutons. Nous sommes dans ce pays. Nous sommes dans ce pays. Vous savez, par devoir de patriotisme, moi je pense que il n'y a pas on n'aura rien en vendant, en présentant notre pays comme une poubelle. On sait que tout n'est pas rose. Mais le fait d'inciter les gens à des crasses, à saccager les choses, c'est pas ça qui est la solution. Parce que en 2000 ici, la candidature du Bédié a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Cette démocratie aussi a été invalidée. Mais le pays ne s'est pas arrêté. Maître Boga Sako qui est là, il est témoin. Donc, moi je pense que c'est mieux de mettre bas la terre. Parce qu'on n'aura rien en s'entretien. La Côte d'Ivoire, c'est notre unique pays. On n'a pas d'autre partie. Donc moi j'aime bien Africa Media, mais j'aimerais que les discussions soient un peu modérées. Parce que aujourd'hui, ceux qui vont être sortis pour marcher, c'est pas tous ce qu'ils verront qui vont atteindre leurs rêves. Donc vraiment, moi je pense que nous devons mettre bas la terre. Parce que la solution, c'est pas. Aujourd'hui, le pouvoir, ils sont là aujourd'hui, mais ils sont quittés loin. Ils ont subi des humiliations, ils ont subi plein de choses. Donc je pense bien que non. Mon ami, tu soit bédié. On a compris, t'as compris? Tu vas appeler chez qui n'importe quoi, mais ça va pas chez toi. Ça veut dire quoi ça? La Côte d'Ivoire, tu peux la au chevet de l'amusement? Permettez qu'il termine, s'il vous plaît, et puis je vous donnerai la parole par la suite. Permettez, s'il vous plaît. Alors, mais il pense qu'on est en train de parler de notre pays, on parle pas de... On est en train de parler de notre pays, lui il parle de quoi? Si on est modéré ici, c'est parce qu'on veut passer un message, on utilise l'Afrique média comme une arme. Ce que le monsieur dit est nul et non avenu, il raconte n'importe quoi. Il raconte, nous parlons de la pays. Oko Sissi Baba Nicolo, permettez qu'il termine. Autant pour moi. Béni raconter des bêtises. Vous pensez ça, c'est à cause d'eux. Voilà. Merci aux téléspectateurs précédents. On va à présent donner la parole à un autre appelant qui est à Douala au Cameroun. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Douala au Cameroun. Bonjour. Bonjour, monsieur Tifodor. Bonjour. Bonjour, les invités. Bonjour, Afrique Média. Bonjour, Afrique. Bonjour, le monde. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais que vraiment le débat soit ouvert, que les invités m'excusent. Je pense qu'il faut orienter la marche vers le retour de M. Barbeau. De ce fait, celui qui veut son départ là partira si la France a perdu ses deux procès. Et eux, ils ne veulent pas mettre en valeur cela, ils ne vont que tirer à côté. Mais s'ils mettent cela en valeur, le jugement étant définitif, s'il y a eu deux procès, j'ai toujours dit cela, mais ils ont eu à rejeter. Est-ce qu'on peut parler de deux mandats constitutionnels et un mandat anticonstitutionnel pour un faux président quand celui qui l'a mis en place a perdu le procès? Comment on peut être embouté jusqu'à ce point? Ou bien il peut faire l'hôtel de Golfe Vie, voler à nouveau la victoire de M. qu'il a eu en justice. C'est pas possible que les Africains se réveillent. L'Afrique va où avec tout cela? Que M. Barbeau, qui est le président, ait pu reconnu sa décision de justice. Ça doit être orienté vers l'ambassade de France pour qu'on dépose cette réclamation de retour sans délai de M. Barbeau pour exercer son mandat. Et celui qui en poste partira
Merci, bonne continuation. Merci également à vous pour votre participation au Standard ce matin. On va poursuivre en donnant la parole à cet autre intervenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Allez-y, Alice, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Alice, nous vous écoutons. Allez-y. Allô. Bonjour, Guy Fonda. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur Sako, Okosi Baba Nicolo et mon frère qui est à côté. Alors, Alassane Dramane Ouattara, il ne doit même pas rester même en Côte d'Ivoire. Il ne devrait même pas dormir même aujourd'hui, cette nuit-là. Il ne devrait même pas dormir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on a tellement parlé, ça fait 10 ans qu'on parle. Ça fait 10 ans qu'on parle le gros français. Ceux d'en face ne comprennent pas ce qu'on dit. Ceux d'en face là, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que les lois. Tout ce qu'ils savent faire là, ce qu'ils connaissent là, ce sont les armes. En face de nous, on n'a pas d'armes. On n'a que nos pieds et nos léquets. Alassane Dramane Ouattara, il ne devrait même pas passer la nuit en Côte d'Ivoire, hier soir. On va continuer à parler pendant encore des années, mais c'est trop ça. On a parlé sur Afrique Média, sur toutes les chaînes. On a fait des manifestations à Hollande, en France, partout. Hier, Samba David, comme ils savent qu'ils allaient truquer avec la constitution de notre pays, ils sont allés déjà poignarder Samba David. C'est un signe qu'ils nous ont lancé, un défi. Les Ivoiriens, on n'a pas besoin qu'on nous dise, voilà ce que vous allez faire. Déjà ce matin, tout le monde devait être dans la rue. Nyagami ce pays-là. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara nous a dit pour être au pouvoir, il faut Nyagami ce pays. Alors on a un frère qui dit, modérez-vous. Baba Nicolo, je te tire un chapeau. Tu as bien réagi. Modérez vos paroles sur Afrique Média. Et puis quoi encore? On parle de notre pays, le seul pays que Dieu nous a donné, qui nous reste. Il y a des gens qui sont quittés ailleurs, qui sont venus nous arracher notre pays. On n'a plus de pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. On nous arrache notre pays, on nous tue dans notre propre pays. Et toi, tu viens nous dire sur le plateau d'Afrique Média de modérer notre parole. Et ceux qui meurent là, est-ce que ceux qui nous tuent, là, ils sont dans la modération? Ils prennent des armes, des couteaux pour nous égorger. Voilà la preuve de Samba David qui est devant vous là. Alors, vous, on tue les gens et toi, tu viens nous dire encore modérer notre parole? Les Ivoiriens, on n'a pas besoin de mot d'ordre de qui que ce soit. Le pays doit être Nyagami. Parce que tant que le pays n'est pas Nyagami, Alassane Dramane Ouattara ne va pas connaître notre valeur. Il faut le poursuivre jusqu'à la dernière goutte. Il faut le poursuivre, aller au palais présidentiel pour aller chercher Alassane Dramane Ouattara, pour l'enlever parce que le palais appartient au peuple. Parce que là, trop, c'est trop. Il viole votre constitution au vu et au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Ivoiriens, c'est quand vous allez vous réveiller. Les autres pays autour de nous nous ont montré les exemples. C'est quelqu'un qui va venir faire votre palabre. C'est Dieu qui va descendre pour faire votre palabre. On meurt une seule fois. Alassane Dramane Ouattara, il vous a tué. Vous ne prenez pas les armes. Mais allez-y le chercher au palais présidentiel. Allez-y au conseil constitutionnel. Parce que ceux qui sont là-bas, ils ne connaissent pas la loi. Allez-y les chercher. Allez-y dans leur maison, les enfants, tout le monde. Allez à nous, on y va. La guerre, c'est la guerre. On ne peut plus reculer. On s'en va jusqu'au dernier goût de notre sang. Je vous remercie. Et vous, madame, pour votre contribution, même s'il est évident que nous n'appelons pas à la violence. Mais nous analysons simplement froidement pour permettre aux uns aux autres de comprendre les évolutions, notamment ce matin, dans ce contexte ivoirien. On va poursuivre avec monsieur Ndongo qui est à Bertois, c'est dans l'Est Cameroun. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour Afrique Média. Je m'adresse particulièrement au président Bédié. Vraiment, président Bédié, sachez que toute l'Afrique est en train de vous écouter.
ne commettez pas l'erreur d'accompagner Alassane aux élections. Nous sommes tous derrière les Ivoiriens. Nous soutenons toute la Côte d'Ivoire. Nous, Africains, nous voulons le départ de Ouattara. Parce que c'est lui qui nous trahit, c'est lui qui vend notre continent à l'Occident. Mais quand la Cour constitutionnelle va donner le résultat, on dira Ouattara a gagné les élections. Qu'est-ce que vous allez dire, M. Bédié? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous l'avez accompagné. Ne pensez pas que les Ivoiriens vont vous voter à 100%. Mais la Cour constitutionnelle va dire Ouattara a gagné. M. Bédié, écoutez cette voix que je vous parle. Nous sommes fâchés. Nous, les Africains, nous sommes fâchés. Il faut à tout prix faire l'effort. Vraiment, soyez quelqu'un qui va entrer dans l'histoire. Je vous en prie. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Hein? C'est ce qui vraiment qui me tient à cœur. Parce qu'il suffit de dire aux Ivoiriens, il n'y a pas les élections. On rejette la candidature de Ouattara. Il faut tout faire pour rejeter sa candidature. Vous devez mobiliser toute la population derrière vous. Mobiliser. La Cour constitutionnelle ne va jamais vous soutenir. Ne va jamais dire que vous l'avez gagné. Comprenez déjà que vous n'allez pas gagner cette élection. Mais même comme la population est derrière vous, je vous assure, monsieur, excellent monsieur Bédié, faites d'abord partie Ouattara et organisez les élections. Je pense que ces élections auront de la valeur. Merci. C'est tout ce que j'ai pu à dire. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Dongo, pour votre contribution depuis le Sud Cameroun et toujours le Standard. Avant de repartir en multiplex avec nos invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. Madame Cissé, vous êtes là. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Guy Fondorf et bonjour à tous les panélistes. Le Conseil constitutionnel qui est là doit être jugé pour votre trahison. Parce que le président du Conseil constitutionnel, c'est un rebelle connu, et tout le monde sait qu'il a soutenu Dramane Ouattara. C'est un rebelle, et ceux qui étaient en train de bavarder en son temps que Yao Pondré était un ami de Gbagbo, aujourd'hui on ne les voit pas. Yao Pondré au moins était un professeur, et il a dit le droit. Maintenant, une décision du Conseil constitutionnel qui devait être donnée, délibérée en secret, depuis hier matin, lundi matin, on avait toutes les informations, on avait tous les noms là. Et moi, j'ai honte qu'ils viennent, ils n'ont rien changé des résultats, ils viennent dire ça. Ça, c'est des gens sérieux, ça. Ils doivent être jugés pour haute trahison. J'ai dit haute trahison. Parce que ça montre que le pays, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays sérieux. Les gens qui doivent dire le droit se réfèrent à Finguessan. À Finguessan, c'est quoi? À Finguessan, c'est quoi? On vient parler de droit. Vous venez parler de Afin-Guessan. Afin-Guessan, il représente quoi? C'est la Constitution. Mais pourquoi ne pas se référer alors à comment ça s'appelle, comment dirais-je, au président Avodi, qui a dit que Alassane n'était pas éligible? Pourquoi ne pas se référer à Bléou Martin, qui a dit que Dramane n'était pas éligible, et se référer à un pièce politique qui est Afin-Guessan? Mais non, on ne va pas se laisser faire. Le président Bédié, via la voix de Kikawe, a dit la semaine passée que dans cette condition-là, on ne peut pas aller aux élections. Mais s'il a pensé que, en acceptant la candidature de Bédié, les Ivoiriens vont Bédié va se laisser faire, mais jamais ça c'est ça. Moi, j'assimile ça à une déclaration de guerre. La Côte d'Ivoire est un État non seulement narcotrafiquant, c'est un État voyant. Maintenant, il y a un qui a appelé pour raconter des propos et faits sur la radio, comme quoi de mettre dans la terre. Samba David a marché et on allait le poignarder. Samba David était dans la rue et on l'a poignardé. Celui que Mme Gbagbo a reçu à Gagnoua, qui a été poignardé par les étrangers là. Il a marché. Celui-là, il a marché, il a été enlevé. Il y a pourquoi tu ne dis pas ça? Vous voyez, allez sur votre maudite chaîne. La chaîne Afrique Média. Oh les cœurs, on y va. La patrie ramon nous défend et ce monsieur va se dégager. Nous attendons une déclaration de tous les partis politiques pour dire qu'on ne reconnaît plus Dramane comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est fini, on va tourner la page. Je vous remercie. Pour votre participation au Standard. On va rapidement donner une dernière parole à cet intervenant, Monsieur Traoré, et puis après nous irons en multiplex avec nos invités. Bonjour Monsieur Traoré.
M. Troy, j'appelle dans la Côte d'Ivoire. Voilà, j'aimerais intervenir un peu sur les propos. Voilà, je vais intervenir un peu par rapport à les propos de. Bon, concernant le problème de la Côte d'Ivoire, vous voyez, actuellement, nous vivons dans un pays où, bon, actuellement, tout est banal. Actuellement, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas besoin de, comme on appelle, de la violence. Parce que la violence n'apporte rien. La violence n'apporte rien. Nous avons vu plusieurs, comment on appelle, plusieurs tendances de politiciens qui sont passés. Et on a été émergé par tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 90 jusqu'en 2020. Donc, ce qui est là, moi, j'aimerais, de ma part, j'aimerais qu'on mette pas la tête. Mais bon, on essaie d'aller aux élections. On va aux élections, déjà dédié, les déjà candidats. On va aux élections. Et nous, les Ivoiriens, on va se mobiliser pour choisir le président qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. La violence n'apporte rien. La violence n'apporte rien. Allons aux élections et dans les unes, faisons le sorte que la Côte d'Ivoire sorte plus grand. Voilà, c'est ce que j'ai à dire maintenant. Merci à vous. Voilà, on va rapidement retourner sur ce plateau et rappeler qu'Henri Konan Bédié, que la parole ou alors les décisions que prendra Henri Konan Bédié sont très attendues. Et avant de donner la parole à son représentant ici sur ce plateau, je voudrais que l'on puisse aller suivre l'investiture et surtout les principaux, quelques axes en tout cas, de cette campagne d'Henri Konan Bédié qui est à venir. Et nous revenons sur le plateau. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis en ce jour béni, le 12 septembre 2020, candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est officiel. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, homme de paix, de valeur, de sagesse, espoir du peuple ivoirien, a été investi candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre 2020 sur les terres du père fondateur Félix Houphouët-Boigny ce samedi 12 septembre à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. C'est le doyen des vice-présidents du PDCI RDA, Lord Kadadié Samuel, qui a procédé à cet acte d'investiture. C'est avec joie et au grand bonheur du peuple ivoirien, assoiffé de justice, de démocratie, de paix et de liberté d'expression, que le président Aimé Henri Konan Bédié a accepté cette candidature qu'il qualifie de mission de salut public. Après mon plébiscite, comme candidat à la dite élection par les membres statutaires de l'ordre de notre convention élective éclatée des 25 et 26 juillet 2020. En ce merveilleux instant du 12 septembre 2020, permettez que du haut de cette tribune, j'associe la voix de mon épouse et de ma famille à la mienne pour vous traduire à tous toute ma reconnaissance pour votre détermination et votre loyauté à servir avec foi et abnégation notre grand parti, le PDCI RDA. Mission majeure pour la Côte d'Ivoire est de réaliser à court terme la réconciliation nationale à travers
la réconciliation nationale à travers l'adoption par tous d'un nouveau contrat social pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite en recollant tous les morceaux décousus de notre tissu social. Cette reconstruction doit être une œuvre collective menée par toutes les forces vives de la nation dans le cadre d'un dialogue politique et social inclusif. Ainsi, ce jour, je réaffirme solennellement que j'accepte d'être candidat à l'élection. Et voilà, retour sur ce plateau après avoir donc suivi Henri Konan Bédié. Le mandat qu'il demande aux Ivoiriens est celui de la réconciliation nationale, celui d'un nouveau contrat social. Ça, on l'a entendu. Et je vous retrouve, Olivier Modeste Goram. Vous avez suivi que les actions d'Henri Konan Bédié vont être décisives au cœur de cette élection. S'il décide, par exemple, de demander un renvoi, cela va peser. S'il demande de ne pas y participer, cela va également peser. Il y a donc une responsabilité historique. Pensez-vous que votre candidat saura saisir cette responsabilité? Bon, il s'agit de saisir la responsabilité parce que le président Henri Konan Bédié mesure la portée de la responsabilité. Il a même dit cours de investiture. Et en plus, dans sa déclaration que je me suis permis de lire tout à l'heure, vous avez vu que le président Henri Konan Bédié a pratiquement donné ton. C'est ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Donc il ne s'agit pas véritablement de saisir la portée de la responsabilité. Il en est conscient. Il en est conscient qu'il a une lourde responsabilité et il demande aux Ivoiriens véritablement d'être prêts pour que nous puissions faire l'alternance. J'insiste là-dessus parce que c'est l'élément essentiel. Maintenant, avec votre question, je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit. C'est tout ce qui a été dit par différents intervenants. Je vais me permettre de commencer par le tout dernier, M. Traoré, qui a appelé à estimer que les Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas besoin de violence. Je voudrais dire à frère Traoré que toute la classe politique de l'opposition est consciente que la Côte d'Ivoire a trop souffert pour qu'on puisse renouer avec la France. C'est M. Alassane Ouattara qui refuse d'amener les Ivoiriens à la table de discussion. Vous avez remarqué que dans la déclaration du président Konan Bédié au cours de son investiture, il a dit que c'était indispensable que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, unie et que nous puissions avoir un dialogue inclusif. Nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire. Et donc les décisions pour le devenir de notre pays doivent être prises au cours d'un dialogue inclusif. Alors qu'avec ce que nous venons de voir par le Conseil constitutionnel, il y a cette personnalité incontournable. Il faut le reconnaître dans ce qui est politique ivoirien, qui est exclu. Et dans ce cas, est-ce que vous voulez que nous puissions aller puissions changer à l'union le champ de la réconciliation et du vivre ensemble? C'est pratiquement impossible. Donc, cher Traoré, il faut comprendre que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est mettre un frein, un stop à la violence. Et la seule façon de le faire, c'est de dire à M. Alassane Ouattara qu'il faut inclure tout, il faut appeler tout dans la discussion, que tout puisse participer aux élections et que ces élections transparent. Voilà en fait ce que je voudrais dire. Maintenant, il y a une dame, je pense que c'est Madame, je pense que c'est parlé juste après, Monsieur, qui a lancé un message à l'endroit de M. Henri Konan Bédié en lui disant que c'est un piège et que le pouvoir ciel lui et que M. Henri Konan Bédié aurait financé une rébellion. Je voudrais ramener cette dame aux archives parce que nous sommes encore, nous sommes Ivoiriens et nous savons ce qui est passé. M. Henri Konan Bédié n'a jamais soutenu la rébellion. M. Henri Konan Bédié n'a jamais financé la rébellion. Il a été l'un des premiers à inviter le président Laurent Gbagbo à appeler
les forces à la discussion, parce que vous savez que nous, PDCI, nous sommes contre les armes, nous estimons que tout peut se régler autour d'une table. Nous sommes Ivoiriens et nous devons nous asseoir pour résoudre le problème autour d'une table. C'est ce que le président Condé a dit quand il a lancé le message à l'endroit de RHDP. Il a dit, quand le sage montre le soleil, l'idiot garde le doigt. Et dans l'éducation qu'il a née, c'était clair. La lune dont il parlait était la paix que nous recherchions. Donc quand le sage est les uns les autres, le RAP à la paix, le RHDP garde ce qu'il garde aujourd'hui. Et vous savez qu'on ne peut pas accepter Côte d'Ivoire. Et cela est inconcevable. Manago l'a dit, il faut payer le prix. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes obligé de payer le prix. Et la liberté, peuple ivoirien, passe véritablement par celle-là. Donc je vous dis, je fais là-dessus, par ma question, je vous dis que le président Henri Condé est véritablement conscient du rôle qu'il joue. Preuve, il fédère autour de lui toute opposition pour que nous puissions en rancer, avoir le même langage, pour que M. Alassane Ouattara comprenne que les préalables à la tenue de l'élection soient réunis avant que cette élection-là puisse être. En fait, ce que je voulais dire pour répondre à la question, monsieur. Merci à vous pour cette autre contribution. Et je vais vous donner la parole à présent, Dr Boga Sako Gervais. Mais je voudrais que nous puissions réécouter une fois de plus Madame Gbagbo après la décision du Conseil constitutionnel de recaler les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro Kigbafori, ainsi que d'un peu plus de 37 autres candidats dans cette élection présidentielle. Suivons plutôt et revenons. Je viens d'écouter très attentivement la déclaration du président du Conseil constitutionnel sur les candidatures aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les résultats que nous avons entendus confirment toutes mes appréhensions. Sur 44 candidats, seuls 4 ont été retenus. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel en rapport au parrainage et à la caution de 50 millions. Seulement pour 2 candidats, M. Soro Kigbafori Guillaume et M. Gbagbo Laurent, on nous parle de la radiation sur la liste électorale. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseye pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidat et pour être électeur. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. Il faut que nous nous asseyions pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyions tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère qu'il n'est pas encore trop tard.
n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pourrons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. Et voilà, retour sur ce plateau après avoir suivi Shimon Gbagbo, qui a donc réagi après les éliminations des candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro Kigbafori. Docteur Bogassako. La candidature de Guillaume Soro à la présidentielle ivoirienne a été également rejetée ce 14 septembre 2020. Il y a lieu de constater que la crainte de violences meurtrières à l'approche du scrutin du 31 octobre et après les élections est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.